question d'ordre juridique? Locataire ou propriétaire, vos droits. Salarié, un litige dans le cadre de votre activité professionnelle. Tout droit, une émission faite pour vous. 2 avocats expérimentés, professionnels, à votre écoute. Pour nous joindre et poser vos questions, 08 90 17 53 00. Bonjour, bienvenue dans l'émission Tout droit sur Armada, votre émission juridique. Appelez le 08 90 17 53 00 pour tous vos litiges. Ce soir, nous avons un maître, un avocat, Philippe Axelrod. Bonsoir Philippe. Bonsoir Nadine. Tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Bon. Donc n'hésitez pas à nous appeler 08 90 17 53 00. Vous n'êtes plus seul pour vos problèmes. Alors Philippe, dis-moi, pour commencer l'émission, tu as bien des petites anecdotes? Oui, il y en a toujours des Au niveau anecdotes. juridique. Au niveau juridique, bien entendu. On va essayer de trouver une histoire un peu, on va dire, croustillante en matière de droit de la sécurité sociale. La sécurité sociale considère que lorsqu'on se blesse ou lorsque l'on a un accident sur son lieu de travail ou pendant l'exécution de son contrat de travail, on est garanti, protégé par la législation sur les accidents du travail. Et donc, une anecdote, la question qui était posée était la suivante. Un salarié est envoyé en mission par son patron pour effectuer son travail. Pendant cette mission, donc le soir, il rentre dans son hôtel, mais il ne passe pas la nuit dans sa chambre, il passe la nuit dans une autre chambre. Quel coquin! Eh oui, ça arrive. Et malheureusement pour le monsieur, il décède donc pendant manifestement ce que l'on peut qualifier des ébats. L'acte d'amour. Eh oui, c'est beau, c'est beau. Et nous avons un appel. Alors la suite de l'histoire tout à l'heure. Allô? Allô? On n'entend pas. On va appuyer sur haut-parleur peut-être. Allô? L'avocat qui est en charge les questions de droit du travail. Oui. Bonsoir. 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 Quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Evelyne. Bonsoir Evelyne. Alors, moi, normalement, je vois l'émission en direct sur ma télé, mais là, je sais pas pourquoi, je vous trouve pas. Ah. C'est normal, il y a un petit souci avec YouTube en ce moment, mais vous pouvez nous voir en live sur TikTok ou sur Facebook, Armada Facebook. D'accord. Voilà, posez votre question Evelyne. Alors, ma question est la suivante. Alors, elle n'est pas pour moi personnellement, mais une jeune femme de ma famille qui est toute proche. Elle a eu des absences répétées ce dernier trimestre, entre 3 et 6 mois. Et puis, si vous voulez, elle est dans une toute petite structure où il y a moins de 9 salariés. Et elle vient de recevoir une lettre pour un entretien préalable de licenciement dû à des absences répétées, mais à cause de maladies qui étaient justifiées. Alors, elle voudrait savoir quel recours elle a, étant donné qu'il n'y a pas de délégués syndicaux dans la, dans la structure. Et est-ce qu'elle peut se faire représenter avec quelqu'un de l'extérieur à cet entretien? Voilà ma question. Est-ce que je suis assez claire? Très clair. Alors, pour ce qui est de la possibilité de se faire assister lors de ce que vous avez appelé, qui s'appelle un entretien préalable, puisqu'il n'y a oui, tout à fait. Puisqu'il n'y a pas de représentant du personnel, normalement, dans la convocation, l'employeur aurait dû mentionner la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié. C'est normalement une obligation. C'est-à-dire, les conseillers, oui, c'est ça. Les conseillers, c'est des gens de l'extérieur qu'on retrouve les listes en préfecture ou en mairie, c'est ça? C'est bien ça. Donc, ces personnes sont habituées, sont formées pour pouvoir accompagner les salariés et sont habitués à cette situation.
Donc, leur rôle D'accord. essentiel, c'est d'être présent pour entendre ce que l'employeur a reproché et noter ce Bien. que le salarié a à faire valoir. Il faut que... D'accord, mais eux, ils n'ont pas à intervenir, ils écoutent. En fait, l'essentiel, c'est qu'ils écoutent et qu'ils vérifient que tout se passe correctement. Si jamais il y avait un comportement anormal de l'employeur ou une attitude déplacée, violente, il pourrait le faire noter et ferait une attestation en ce sens. Donc, elle peut prendre contact, aller voir les listes. Normalement, le plus simple, c'est d'aller à la mairie dont l'adresse a été indiquée. Je vais l'aider parce qu'elle est un peu jeune et puis elle était un petit peu paniquée, si vous voulez. Elle comprend pas pourquoi on veut la licencier, quoi. Sur le motif de licenciement sur le motif ou les griefs qui sont évoqués. Je pense, absence répétée au poste. Alors, si c'est une absence répétée au poste à raison d'un arrêt maladie, il est possible pour l'employeur d'évoquer ce grief pour pouvoir procéder à un licenciement dans l'hypothèse où il établit 2 circonstances. La première, c'est qu'il y a une désorganisation de l'entreprise à raison de l'absence du salarié. La seconde... Oui, non, je ne crois pas, mais enfin bon. Et la seconde, c'est qu'après le licenciement, la personne est remplacée par une personne qui prend son poste. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pour dire l'entreprise ne peut pas fonctionner à raison de l'absence de la salariée qui est malade, mais ça pose un problème, donc il la remplace. Ce sont des conditions donc assez strictes. Il faut que l'employeur puisse établir qu'il y a une désorganisation de l'entreprise et pas simplement une désorganisation du service, de l'organisation de base, c'est vraiment une désorganisation. Et la deuxième condition qui est importante, c'est que normalement, pour évoquer ce motif, il est nécessaire que lorsqu'on convoque, ou plutôt lorsque l'on licencie le salarié est encore en arrêt maladie. Parce que dans le cas contraire, s'il est de retour, il n'y a plus de motif. D'accord. Oui, je comprends bien. Je comprends bien, maître. Et si jamais l'employeur reproche, en fait... si vous voulez, il n'y a pas eu mention de désorganisation de l'entreprise. C'est pas pour l'instant. Oui. En fait, l'employeur va le notifier au cours de l'entretien et dans la lettre de licenciement. Mais notez-le, ça c'est un problème de droit. Mais si jamais l'employeur se contente de dire « Madame, je vous licencie parce que vous êtes malade », ça s'appelle de la discrimination liée à l'état de santé, c'est absolument interdit. D'accord. Ça, c'est de la discrimination. Absolument, c'est un motif de discrimination. On ne peut pas licencier un salarié parce qu'il est malade. On peut licencier un salarié parce qu'il est malade et que son absence désorganise l'entreprise et qu'on doit remplacer à son poste, ça c'est un motif. Mais si on dit « Madame, vous êtes trop absente », en gros, pour dire les choses comme elles sont, à raison de votre maladie, ça, ce n'est pas un motif de licenciement valable. Elle n'a jamais manqué jusqu'à présent, hein. Non, mais voilà, Madame, ce sont les éléments. Donc, il faut qu'elle se fasse assister par les personnes que l'on a évoquées, dont vous trouverez les coordonnées. Bien, j'ai bien compris. Et ensuite, il faudra qu'elle explique, qu'elle demande à l'employeur quel est le motif du licenciement, de la convocation. C'est pourquoi elle est convoquée et pour que le salarié le note, pour que le conseiller le note. Et ensuite, si elle est licenciée, la manière dont la lettre de licenciement sera rédigée permettra de contester éventuellement cette sanction devant le conseil de prud'homme. Très bien. Bon, écoutez, c'est clair. Je vous remercie. Vous êtes très clair dans vos explications. Merci, madame. J'ai bien compris. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Evelyne. Une excellente soirée et merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, messieurs, dames. Merci beaucoup. Au revoir. Et oui, il faut des réels préjudices pour une entreprise. Oui, le principe, c'est que on ne peut pas sanctionner un salarié parce qu'il est malade. Ça s'appelle véritablement de la discrimination. Mais l'entreprise a néanmoins des contraintes qui font que la maladie peut avoir des conséquences dans le fonctionnement de l'entreprise. Et si ces conséquences sont trop importantes, le Code du travail a prévu la possibilité, dès lors que l'entreprise établit la désorganisation, de licencier le salarié. On a un autre appel. Alors, le standard, Philippe, ce soir. Allô ? Un petit haut-parleur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? J'appelle Fabrice. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir, Fabrice. Nous vous écoutons. Je suis en direct. Oui. Posez votre question, Fabrice. Je croyais sans...
Je voulais poser une petite question. Dans le travail que j'ai actuellement, ça m'arrive parfois d'avoir des petites heures supplémentaires à faire. Bon, j'accepte de les faire pour dépanner mon employeur, mais là, visiblement, ça devient de plus en plus souvent. Et je commence à lui dire qu'il faudrait me payer, puis visiblement, il n'est pas trop chaud pour ça. Et j'en parle pas trop, et je n'ose pas trop me mettre en avant, parce que j'ai peur qu'il me licencie si jamais je refuse. Est-ce que j'ai des droits? Alors, le principe, c'est que vous êtes engagé pour effectuer un nombre d'heures déterminé, 35 heures, un forfait jour, un mi-temps, peu importe les éléments. Si vous dépassez cette durée du travail pour effectuer un travail pour le compte de votre employeur, ce sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires doivent être payées. Si l'employeur vous fait travailler des heures supplémentaires sans vous les payer, vous avez la possibilité d'engager une action devant le conseil de prud'homme ou devant l'administration en saisissant l'inspection du travail pour dire que cela n'est pas conforme. Si jamais votre employeur vous demande de faire des heures supplémentaires et que vous refusez de faire les heures supplémentaires parce qu'elles ne sont pas payées, si j'ai bien compris, c'est ce que se passerait aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est bien récurrent, oui. C'est bien plus en plus souvent. En réalité, le mécanisme, c'est que vous ne pouvez pas refuser de faire des heures supplémentaires. Mais la contrepartie, c'est que les heures supplémentaires doivent être réglées. Donc, ne vous mettez pas en faute en ne faisant pas des heures supplémentaires, mais écrivez, matérialisez le fait que vous avez fait des heures supplémentaires en indiquant j'ai fait des heures supplémentaires le mardi 2 janvier, le 6 décembre, etc. Donc vous faites un récapitulatif à votre employeur en lui indiquant que ces heures n'ont pas été payées. La réaction, c'est que la prochaine fois, votre employeur, si vous l'avez écrit, il ne vous fera pas faire d'heures supplémentaires ou s'il vous les fait faire, il vous les paiera. C'est à peu près certain. Et si jamais il maintenait sa position de ne pas vous payer tout en vous redemandant de faire des heures supplémentaires, là, je vous conseille, parce que je pense que vous n'êtes pas dans une grande entreprise. Non, c'est une petite entreprise, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, de demander à l'inspection du travail ou d'écrire votre situation inspection du travail qui fera un courrier, normalement, à la société, parce que ce comportement de ne pas payer des heures supplémentaires constitue un manquement et ça peut même être une infraction pénale. Et essayez de favoriser le dialogue. Ce que j'ai peur, c'est que si jamais je refuse de les faire, de me faire licencier. Oui, mais dans ce cadre-là, je crois que la première chose à faire, c'est que vous matérialisez de toute façon l'existence d'heures supplémentaires que vous avez faites et qui ne vous ont pas été réglées. Donc, écrivez, prévoyez un mail, cher monsieur, je constate que les heures supplémentaires que j'ai effectuées, vous rappelez vos heures supplémentaires, ne m'ont pas été réglées. Oui. Si vous matérialisez ce genre de choses, après, de toute façon, si l'employeur venait à vous licencier parce que vous n'avez pas fait d'heures supplémentaires, c'est une trace. Voilà, exactement. Vous avez une preuve comme quoi, si vous ne voulez pas faire de travail, c'est pas que vous ne voulez pas faire de travail, c'est que vous ne voulez pas faire de travail sans être payé. D'accord. Mais c'est vrai qu'au début, c'était dans le cadre du dépannage, quoi. C'était ça devient un peu plus obligatoire et un peu plus régulier, en fait. Mais il n'y a aucun problème, c'est parfaitement légitime, mais il faut que ça vous soit payé. D'accord, donc il faut que je note tout et... Voilà, il faut que vous notiez tout et que... Exactement. Et à partir de là, il peut y avoir une discussion. Normalement, c'est ce qui se passera. Alors, votre employeur va vous prendre entre quatre yeux pour vous dire je ne comprends pas ce que tu veux ou ce que vous voulez. Vous allez dire, moi, je veux bien travailler, mais si je suis payé. Donc, à partir de maintenant, les choses sont simples. Soit je fais des heures supplémentaires, on me paye, soit je ne fais pas d'heures supplémentaires. D'accord. Ok. Voilà. Je pense que cette question elle est pertinente parce que je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Oui, vous n'êtes pas le seul. Je ne sais pas si ça vous rassure. Il y en a pas qui le dénoncent et il n'y en a pas qui ne le dénoncent pas. Quoi. Voilà. Très bien, écoutez, j'ai pris note et puis je sais ce que je vais faire à partir de lundi. Exactement. Et je pense que votre employeur a deux attitudes. La première, c'est de considérer qu'il a besoin de votre activité et de vous maintenir en heures supplémentaires vous payer. La deuxième attitude qu'il peut avoir, c'est de considérer qu'il ne veut pas vous payer. Et bien, dans ce cas-là, il ne vous fera plus travailler en heures supplémentaires. Dans les deux cas, en écrivant ou en vous manifestement, vous serez gagnant. Ça devrait bien se passer. D'accord. Et ça instaure le respect en même temps. J'espère. Oui, soyez confiants. C'est le risque de mon appel, c'est pour que ça se passe bien, justement. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Bon courage, monsieur. Au revoir. Merci de votre appel. Eh oui, c'est pas évident parce que on veut rendre service à son employeur, se faire apprécier,
Et en même temps, il ne faut Oui. pas en faire trop quand même. Mais Il ne faudrait pas être exploité. c'est toujours la difficulté, mais le principe, c'est qu'on est le salarié rémunéré pour une activité déterminée. Il a un salaire pour l'activité qui est déterminée en nombre d'heures. S'il en fait plus, alors il peut y avoir des compensations, c'est-à-dire des récupérations en jour, plutôt qu'être payé, mais il n'est pas normal de travailler gratuitement. Le bénévolat ne fait pas partie du salariat. Est-ce qu'on peut choisir soit des heures récupérables, soit être payé davantage? Alors, normalement, les heures supplémentaires sont payées. La récupération fait l'objet d'un accord dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord collectif au sein de l'entreprise, mais il est toujours possible de caler cela avec son employeur. À partir du moment où il y a une indemnisation qui correspond en repos à ce que l'on aurait eu droit en heures, payées sonnantes et trébuchantes, eh bien cela est tout à fait régulier. Et quelles sont les obligations de l'employeur envers le salarié? Bien, nous les avons déjà vues avec ces deux questions. La première obligation de l'employeur, c'est de donner du travail. Si on fournit une subordination, c'est en échange d'avoir une activité professionnelle. Si l'employeur ne donne plus de travail, eh bien dans ce cadre-là, même s'il paye, dans ce cadre-là, il n'exécute pas son contrat de travail. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans les maladies psychiques le bore-out, c'est-à-dire le fait de ne plus donner d'activité, de mettre quelqu'un au placard sans lui donner une activité. Donc la première obligation de l'employeur, c'est de fournir de l'activité. La seconde obligation de l'employeur, c'est de payer l'activité qu'il donne à son salarié. Donc de la même manière, si l'on fait travailler un salarié sans le payer, l'employeur manque à son obligation. Ce sont les deux principales obligations. Et se rajoute une obligation supplémentaire qui a été créée progressivement, enfin qui est dans le Code du travail depuis longtemps, mais dont la pertinence a été relevée par la jurisprudence, c'est l'obligation, on va dire, de santé-sécurité. C'est-à-dire que l'employeur doit permettre aux salariés de travailler dans des conditions de sécurité et de santé. Il ne peut pas le mettre en danger. Pour revenir tout à l'heure, on avait bien commencé avec la petite anecdote, les curiosités juridiques. Oui, Alors ton histoire, tu vas être obligé de la reprendre au début, Philippe. Nous étions dans le cadre d'un salarié envoyé en mission pour aller travailler chez un client qui passe la nuit à l'hôtel et qui ne termine pas la nuit dans sa chambre, mais manifestement on le retrouvera dans une autre chambre. Batifolage. Voilà. Et malheureusement pour le salarié, il décède. C'est d'une crise cardiaque. Les héritiers ont demandé à faire reconnaître ce décès, cette maladie, comme un accident du travail, c'est-à-dire un décès à l'occasion du travail. L'employeur et bien entendu, s'est opposé à cette situation en disant qu'il ne fallait pas exagérer, que le fait de décéder pendant, si on me permet cette vieille expression, une partie de jambe en l'air, qui en plus de ça ne s'établit pas dans la chambre qui était la sienne, ne peut pas être considéré comme une activité professionnelle normale. Eh bien, ce n'est pas du tout l'avis de la Cour de cassation qui a considéré qu'il y avait bien un accident du travail. Et quelle était la motivation de la Cour de cassation ? La Cour de cassation a expliqué qu'à partir du moment où un salarié est envoyé en mission, tout ce qui relève de la vie normale peut faire l'objet d'un accident du travail puisque c'est quelque chose de normal. Donc la Cour de cassation a considéré que des relations sexuelles faisaient partie de la vie normale et dès lors que si c'était une activité normale en mission, le salarié était protégé et l'employeur devra indemniser la famille au titre d'un accident du travail. C'était en France ? C'était bien entendu en France. Quelle histoire ? Oui, mais il y en a plusieurs dans le même esprit. Je sens que Philippe est parti. Oh non, mais dans le même esprit, c'était cette fois-ci à l'étranger. Un salarié était encore envoyé en mission et dans le cadre de sa mission, il était amené à effectuer une activité de bureau tout à fait classique. Mais le soir, le salarié est sorti. Et pendant sa sortie, il va en boîte de nuit. Et en boîte de nuit, il se casse la jambe en dansant un petit peu trop violemment. Même remarque, le salarié demande à faire reconnaître le fait qu'il a été victime d'un accident du travail. Même position de l'employeur, le fait d'aller danser en boîte de nuit le soir et de se casser la jambe ne peut pas être considéré comme une activité normale
et encore moins un accident du travail. Même réponse de la Cour de cassation, le salarié était en mission. Lorsqu'il est en mission et sous la subordination de son employeur, à partir du moment où il a une activité qui relève de la vie normale, il ne sort pas du cadre normal de son activité professionnelle, et dès lors, s'il a un accident, c'est un accident du travail. Donc voilà, les salariés sont protégés lorsqu'ils sont envoyés en mission, s'ils ont une activité nocturne débordante. De ce côté-là, ils sont bien protégés, les Tout à salariés. fait. Les employeurs, un peu moins. C'est effectivement plus Voilà. difficile. Parce qu'un employeur qui se casse une jambe, il ne va pas être payé. Et l'employeur qui se casse une jambe, il va bénéficier de l'assurance qui est prévue et dans les conditions qui sont prévues. Nous ne sommes pas dans le même S'il en a une. Nous ne sommes pas dans le même système de protection. C'est pas la même protection. Et comment est-ce que tu gères les conflits entre employeurs et employés en général ? Tout dépend de quel côté on se trouve. Mais le mécanisme, si on est du côté de l'employeur, il y a deux phases. Il y a du côté du salarié aussi. C'est la question, on va dire, précontentieuse et la question contentieuse. Dans la question précontentieuse, on va essayer d'éviter que le dossier ne s'envenime. Donc, on peut avoir un salarié, par exemple, la personne qui nous a appelé tout à l'heure a expliqué qu'elle avait une difficulté relative à l'absence de paiement de ses heures supplémentaires. Du côté du salarié, on va essayer de faire les démarches pour que le salarié bénéficie de ses droits par la négociation, en écrivant à l'employeur, en lui expliquant qu'il ne respecte pas la législation. Et le but étant habituellement de trouver un terrain d'entente sans forcément aller en contentieux. Si on doit aller en contentieux, on fera valoir les droits et les dispositions jurisprudentielles. Du côté de l'employeur, c'est exactement la même chose. Lorsqu'un salarié a un comportement qui est anormal, la première chose que l'on essaie de faire, c'est comment on peut résoudre cette situation en évitant le contentieux. Donc on peut avoir un salarié qui a un comportement déplacé, agressif. Eh bien, on va essayer d'expliquer à l'employeur que la première chose à faire, c'est éventuellement de le sanctionner ou, avant de le sanctionner, d'essayer de comprendre pourquoi il a ce comportement. Ça peut être un domaine relevant de la maladie. On peut avoir quelqu'un, ça peut être lié à un problème de stress, ça peut être un problème de fatigue, ça peut être tout simplement parce que... psychologue. Oui, il y a une phase de psychologie. Les DRH sont souvent, ou pour les bons DRH, sont de bons psychologues. Ils doivent, et parce que la difficulté n'est pas simplement un problème d'un homme et de son patron, c'est souvent que l'homme fait partie nécessairement d'une équipe. Et donc, on ne peut pas traiter le problème en disant simplement c'est A et B la difficulté. C'est A qui pose une difficulté dans le cadre de l'équipe dont il fait partie avec B. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la terminologie a changé, je trouve, est assez adaptée. Alors, on parle de relations humaines. Le directeur des ressources humaines, des ressources humaines, alors on pourrait dire plutôt des relations humaines, serait plus adapté. Mais c'est bien ça, c'est que aujourd'hui, un patron, ce n'est pas simplement quelqu'un qui donne des ordres, c'est quelqu'un qui va gérer la situation et le contrat et les conditions de travail de son salarié. On est donc vraiment dans une relation... Et modérer. Oui, on est dans une relation de gestion du personnel et pas simplement d'une gestion où on va expliquer que le salarié doit faire tel ou tel travail. C'est plus compliqué peut-être que ce ne l'a été à une époque. Il n'y a pas que la gestion monétaire, il y a la gestion du stress en entreprise pour éviter un effet domino. Exactement, c'est pour ça qu'on parle de gestion des ressources humaines et on ne parle plus simplement de relation de directeur du personnel, on parle de directeur des ressources humaines. Et quelles sont les erreurs fréquentes que les employeurs commettent dans la gestion justement de leurs ressources humaines ? Eh bien, je dirais c'est assez classique, c'est de sous-réagir ou de surréagir. De sous-réagir, c'est par exemple lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté dans l'organisation et qu'ils considèrent que ce n'est pas une difficulté ou que ce n'est pas un vrai problème. Donc, on ne traite pas la difficulté, on fait ce qu'on peut dire, on se met la tête dans le sable, ou on fait l'autruche, ou on considère que ça passera avec le temps. Cette situation aboutira à une aggravation nécessaire du conflit ou de la difficulté avec un traitement beaucoup plus compliqué. Donc tu veux dire que c'est un manque de réactivité ? C'est un manque de prise en considération de la difficulté. On parle parfois maintenant de signaux faibles et de signaux forts. Les signaux faibles, par exemple, un salarié qui est souvent absent, c'est un signal faible qu'il y a un problème.
Alors le problème peut être parce qu'il a une maladie, peut-être parce qu'il est stressé, mais il faut traiter ce signal faible. Donc si on ne le traite pas, le signal faible va devenir un signal fort et on va se retrouver à un conflit qui est beaucoup plus important avec un salarié éventuellement qui va se déclarer victime de harcèlement moral ou de stress ou dans des cas les plus graves, parce qu'il est vraiment pas bien, qui peut tenter de se suicider. Et avec là, c'est la situation la pire qui peut arriver dans une entreprise. Et la deuxième aspect, c'est de surréagir, c'est-à-dire de mal apprécier les faits en leur donnant une importance qui, là, ils n'ont pas. Éventuellement, un salarié arrive un jour en retard et lorsqu'il est accueilli, éventuellement, il est en retard parce que, je ne sais pas, son fils était malade ou ce genre de choses. Et lorsqu'il est accueilli, il ne dit pas bonjour à son supérieur hiérarchique qui vient lui demander pourquoi il est en retard. Et à partir de là, de dire ce comportement est inadmissible et je vais donc le licencier ou le sanctionner. Ce comportement peut être là une surréaction. Peut-être faut-il traiter ça différemment. Il arrive qu'il y ait, comme dans l'entreprise, comme dans la vie de tous les jours, des hauts et des bas, et toutes les situations ne sont pas nécessairement des situations qui justifient. Des circonstances atténuantes. Absolument. Et il est parfois plus efficace de dire, écoute, tout de même, fais attention, tu ne te rends pas compte, mais tu arrives en retard et tu as un comportement, tu m'agresses et tu ne me dis pas bonjour, c'est pas normal. En le disant, peut-être que ça va être plus efficace que de convoquer le salarié à un entretien pour lui mettre un avertissement qu'il ne comprendra pas. Bien sûr. Et pour la protection des salariés en cas de harcèlement moral ou sexuel? Alors, en ce qui concerne le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel, alors, plusieurs sujets. Le premier élément, c'est qu'une personne qui dénonce des faits de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel est protégée. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas être licenciée parce qu'elle a dénoncé ces faits. Elle ne pourra pas non plus être poursuivie pour éventuellement dénonciation calomnieuse parce qu'elle aurait simplement porté à la connaissance des faits qui, au final, ne seraient pas révélés vrais. Donc, le salarié qui est victime de ces comportements et qui les dénonce est protégé. C'est la meilleure des protections. Ensuite, dans le cadre de la procédure, lorsqu'un salarié dénonce des faits de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, l'employeur a une obligation, c'est de mettre en place une enquête. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, sous-réagir d'une certaine manière en disant « c'est pas vrai » ou « ce n'est pas grave ». Il est obligé de mettre en place une enquête pour vérifier si réellement il y a des faits de harcèlement moral ou des faits de harcèlement sexuel. Et enfin, le dernier point, c'est que la preuve du harcèlement sexuel est aménagée. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir. Julien. Bonsoir, Julien. Votre question? Bonsoir. Nadine Rode. Oui, la présentatrice de ça. Julien. Donc, bonsoir maître. J'avais Bonsoir. une question. Donc, j'avais une question. Vous m'entendez bien ou pas? Très Oui, bien. Très bien. Alors, j'avais une question concernant le sport. Oui. Je voulais savoir, dans le cadre du sport, sur un sportif de haut niveau, diplômé par une fédération, s'il pouvait être licencié pour un motif de mauvaise performance durant des compétitions ou cause de blessure alors qu'il pouvait y avoir une compétition qui était prévue, en subissant des pressions du club ou de la fédération. Y a-t-il des recours Alors, voilà. le domaine du droit du travail dans le droit du sport présente deux spécificités. C'est que le sportif est protégé tout à la fois par le mécanisme, on va dire, des fédérations et le système sportif. Donc, il y a un accompagnement, on va dire, lié à la fédération ou au système d'associatif, et puis le droit du travail. Ces deux éléments fonctionnent côte à côte. Pour répondre à ces... D'accord. Il y a donc d'abord, par exemple, si on prend la plupart du temps, vous avez une difficulté qui est évoquée, elle va être traitée d'un point de vue sportif. Éventuellement, on dit, vous n'êtes pas bon, très bien. Le sportif va donc s'expliquer devant les commissions de ses pairs, donc d'autres sportifs, pour essayer de résoudre le problème. Donc il y a l'aspect sportif, si je simplifie l'aspect.
Et deuxième, à côté de ça, vous avez également l'aspect droit du travail. Donc, il y a une double protection, je dirais, qui fonctionne, alors à des rythmes un peu différents. Dans certains cas, il faut d'abord passer, suivant les conventions qui sont passées dans les différents systèmes sportifs, vous avez l'obligation de passer d'abord dans le système, on va dire, sportif, avant de passer devant le système prud'homal ou contentieux de droit du travail. On prend un exemple récent, vous avez sans doute entendu parler de l'affaire de Mbappé et du PSG. Donc, oui, tout à fait. Voilà, si vous écoutez l'affaire, il estime qu'on ne lui a pas payé, alors ce n'est pas tout à fait un domaine relatif à son sous-performance sportive, mais là, en l'espèce, il estime qu'on n'a pas exécuté le contrat sportif qui était le sien, l'obligation sportive. Il a donc commencé par passer devant les instances sportives. Ces instances sportives sont des espaces de conciliation qui n'ont pas abouti à une conciliation, et à partir de ce moment-là, il est passé dans la voie prud'homale, dans la voie contentieux droit du travail. Donc, pour résumer, vous avez une double protection. Une protection relative à votre domaine sportif qui permet d'aller s'expliquer devant des spécialistes du sport, pour une conciliation, la fédération, les différents systèmes, et il y a des commissions qui vous permettent de voir si ce qu'on vous reproche est ou non fondé et peut entraîner une sanction, parce que vous n'avez pas forcément un licenciement, vous pouvez avoir une sanction d'interdiction d'exercer ou ce différentes choses, de suspension de rémunération. Et puis, vous avez, à défaut de conciliation, si jamais on ne se met pas d'accord, eh bien, il y a une deuxième phase qui est la possibilité de saisir les juridictions prud'homales pour obtenir la réparation d'un licenciement que vous estimeriez injustifié. Si on va jusqu'au licenciement, ou d'une sanction que vous estimeriez injustifiée. D'accord, très bien. Et donc, dans le cas de figure où il y aurait un licenciement, non pas par la fédération, mais par la voie prud'homale, si toutefois il y avait un licenciement, parce qu'il y a, par exemple, il y a une compétition et qu'on ne peut pas assister à la compétition, donc ça cause des difficultés au club. Oui. On ne peut pas non plus, on peut pas nous retirer on peut toujours, pardonnez-moi, je cherche un peu mes mots, on peut toujours remonter avec la fédération, on peut toujours s'inscrire à des compétitions et revenir dans le sport, quoi. On n'est pas obligé de licencier à vitam aeternam, quoi. Ça que je veux dire. Le mécanisme, c'est quel est déjà votre employeur. Normalement, là, c'est un exemple que vous souhaitez, vous êtes employé par un club, quelle que soit l'activité qu'il a. Un club, tout à fait. Donc, oui, en fait, il y a deux employeurs. Il y a le club et la fédération qui peuvent agir. Ouais, oui, mais les deux peuvent agir. Mais si vous voulez, normalement, la logique, c'est que si vous n'êtes pas sanctionné par la fédération, si par exemple, prenons l'exemple, vous avez de mauvais résultats, le club peut estimer que vous n'avez pas atteint les objectifs contractuels qu'il vous avait posés. Et il peut mettre fin à votre contrat de travail. Ce n'est pas impossible. Et dans ce cadre-là, vous n'êtes plus en lien avec le club. Ceci étant, vous n'êtes pas pour autant exclu de la fédération parce que le club vous a licencié. Vous seriez éventuellement exclu de la fédération si, par exemple, vous aviez commis un manquement à l'éthique, par exemple, avoir été dopé, avoir frappé, avoir volé ou des comportements qui justifient qu'on vous exclut de toute activité sportive. Mais il faut bien distinguer deux choses. Dans un cas, même si vous avez deux employeurs, la fédération et le club peut estimer que vous n'êtes pas il a fait une erreur en vous prenant avec lui, donc vous ne serez plus dans le club et vous ne ferez plus partie de cette activité, mais ça ne vous empêchera pas d'avoir d'autres, si vous retrouvez un autre club ou d'autres activités sportives au niveau de la fédération. D'accord. Voilà. Là, c'est très clair. Oui, d'accord. Je comprends la distinction entre les deux. Oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que Philippe Axelrod a bien répondu à votre question ? Non, il n'y en a pas d'autres. Vous n'avez pas d'autres questions ? Parfait. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Bonne soirée à vous sur le plateau. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée à vous. Merci. Alors, jusqu'à quel point une fédération peut-elle protéger et aider un sportif ? En fait, tout dépend de la faute, enfin le manquement qui est reproché au sportif. Lorsqu'une fédération va sanctionner un sportif, c'est que le sportif a eu un comportement
qui est contraire à l'éthique défendue par la fédération. C'est ce que je disais, un sportif qui va se doper, un sportif professionnel qui se dope, il a un comportement non éthique. La fédération pourra le sanctionner et lui interdire d'avoir une activité professionnelle. Ce n'est pas lié simplement au club. Mais voyez, tu vois Nadine, ce sont les comportements les plus graves. Le vol, la violence, les aspects de cette nature-là. Mais un club, normalement lorsqu'il engage un sportif, c'est habituellement parce que le sportif doit avoir des résultats, sinon on ne le prendrait pas. Et une éthique. Alors l'éthique toujours, mais c'est qu'on veut des résultats. Si on prend un footballeur, on veut qu'il ait des résultats. Il a une valeur, on le paye pour cette valeur-là. S'il n'a pas ces résultats, le club peut dire « je suis désolé, mais vous n'avez pas atteint les résultats que l'on espérait, on ne peut plus continuer ensemble » et mettre fin au contrat. Pour autant, le sportif pourra retrouver un autre club et continuer à avoir une activité de footballeur. Donc ce sont bien deux choses différentes. Ça peut se cumuler et ça peut être distinct. C'est parfaitement clair, Philippe. Merci Nadine. Nous allons faire une petite page de publicité. Une question d'ordre juridique? Locataire ou propriétaire, vos droits. Salarié, un litige dans le cadre de votre activité professionnelle. Tout droit, une émission faite pour vous. 2 avocats expérimentés, professionnels, à votre écoute. Pour nous joindre et poser vos questions, 08 90 17 53 00.
l'employeur a pu établir qu'il y avait un flux de communication Internet, donc c'est plus récent, important sur des sites, alors cette fois-ci non pas pornographiques, mais sur des sites de jeux en ligne. Et en particulier, à l'époque, c'est un arrêt qui est connu, c'est sur le PMU. Quand on regardait les éléments, on constatait que plus de 50% de l'activité du salarié sur l'ordinateur était une activité liée au PMU. Évidemment, l'employeur a pu justifier qu'avec le contrôle qui à l'époque était légal, parce qu'il y avait des systèmes de logiciels qui permettaient de vérifier le volume des flux qui étaient donnés, eh bien on a considéré que payer un salarié pour jeu au PMU n'était pas nécessairement une activité qui était compatible avec la poursuite du contrat de travail, et le salarié a pu être licencié pour faute grave à juste titre. Et la dernière étape, pour montrer, parce que ça permet justement de voir l'évolution, c'est que la Cour de cassation maintenant est allée plus loin sur une notion qui s'appelle le droit à la preuve. Parce que la limite de tout ça, dans un premier temps, il y a eu la vie privée, puis ensuite il y a eu l'activité professionnelle, mais la limite, c'était si l'employeur obtient des informations de manière illicite. Alors illicite, c'est-à-dire si par exemple il a mis une caméra sans prévenir le salarié qu'il y avait une caméra et qu'on voit que le salarié vole dans la caisse, que le salarié utilise les sites dont je viens de faire état, eh bien on considérait que c'était illicite et une preuve illicite n'était pas recevable. Les règles ont changé il n'y a pas très longtemps, puisque c'est une jurisprudence qui remonte à moins de 2 ans, pour dire qu'aujourd'hui, c'est à l'influence du droit européen, il doit y avoir un droit à la preuve. Et le droit à la preuve permet d'utiliser pour se défendre des éléments qui sont pourtant illicites. Si par exemple un employeur a filmé un salarié en train de voler, qu'il a mis en place ce système de surveillance de manière illicite et qu'il n'a pas d'autre moyen de prouver que le salarié a volé qu'en présentant cette vidéo, eh bien, le juge ne pourra pas dire c'est irrecevable. Il va examiner si la vidéo permet à l'employeur de faire la preuve de l'affirmation et si on est en présence ou non d'une atteinte disproportionnée vis-à-vis des droits de l'autre partie, en l'espèce du salarié. Donc, on est arrivé d'un système où, clairement, la vie privée du salarié était totalement protégée, à un système où la vie privée du salarié n'est plus totalement, même plus du tout protégée, puisqu'on peut y porter atteinte avec des systèmes illicites. Mais donc, on peut mettre une caméra dans les bureaux et surveiller si les gens arrivent à l'heure, repartent à l'heure, font leur travail ? Alors, normalement, ce n'est pas fait pour ça, mais il est possible de mettre en place un système de contrôle des horaires, alors par le badge, tout simplement, ou la pointeuse. La pointeuse, c'est très simple, mais le badge peut permettre, si c'est déclaré sous ce système-là, de contrôler les heures d'entrée et de sortie. Et le badge pourrait permettre également, bien que ça ne soit pas fait pour ça, donc c'est un système illicite, de contrôler la présence ou non du salarié sur son lieu de travail. Ça permet donc d'aller au-delà. On peut utiliser aujourd'hui des preuves illicites pour faire la preuve. Mais une caméra, on a le droit de filmer ou pas ? Non, c'est illicite. Mais on peut néanmoins aujourd'hui, dans certaines conditions, prendre la preuve, donc ce qu'on a pu filmer avec la caméra, pour pouvoir justifier du comportement anormal du salarié éventuellement. Parce que par exemple, des employés qui s'aperçoivent que dans les vestiaires, il y a une caméra, ça doit être interdit. Oui, alors là, on passe sur autre chose, c'est que là, on porte atteinte à la dignité de la personne morale, de la personne physique, pardon, et là, on revient sur du harcèlement, puisque c'est du harcèlement ou de harcèlement sexuel ou du harcèlement moral, suivant que l'on veut. On vient filmer dans des lieux où on ne doit pas, où on doit filmer. Là, ça permettra pour le salarié éventuellement de faire reconnaître du harcèlement moral. Mais imaginons que cette caméra qui se trouve dans les toilettes permette de voir qu'un salarié amène dans les toilettes, je ne sais pas, admettons, une ramette de papier ou des éléments qu'il prend et qu'il met dans sa propre sacoche pour pouvoir la ramener à la maison. Donc, a fait, entre guillemets, du vol de papier, mais ça peut être tout au vol d'autres choses. Hein. Imaginons de manière plus sérieuse la situation d'un salarié qui, dans les vestiaires, volerait des portefeuilles ou volerait de l'argent dans le portefeuille d'autres collègues de travail. La caméra, dans cet endroit-là, normalement, n'est pas déclarée, donc elle est illicite. Mais le fait
d'avoir uniquement ce moyen pour prouver la situation de vol permettrait à l'employeur de licencier le salarié, entre guillemets, voleur, sur la base d'une caméra qui a été posée de manière illicite. Et dans une boutique, lorsqu'on rentre et qu'il y a une caméra qui filme les personnes qui rentrent dans le magasin, les salariés qui travaillent, est-ce que c'est justifié par la sécurité? Le principe, c'est que normalement, ça peut être justifié. Et de plus en plus, ces systèmes de de surveillance se développent. Et c'est parfaitement licite lorsque c'est déclaré en tant que tel et que les salariés sont informés du système. Et pour les personnes, pour les tiers également, lorsqu'on met dans les entreprises dont tu parlais dans un commerce, où il y a des caméras qui filmeraient pour voir s'il n'y a pas de vol, eh bien, c'est considéré comme licite. La limitation, c'est que cela ne doit pas permettre de porter une atteinte, là aussi, disproportionnée aux droits donc dans l'espèce du client, pour prendre ton hypothèse, et ça veut dire que les bandes doivent être détruites dans un délai très court. La caméra n'a pour but que de permettre de voir si on a volé le jour même quelque chose ou si on s'est livré à des comportements anormaux. Donc, au-delà d'un jour ou 2 jours, normalement, pour que ce système soit valable, il faut que les bandes soient détruites. Donc, la loi a changé par rapport à il y a quelques temps. La loi a évolué, la CNIL est intervenue, la Commission nationale informatique et liberté est passée pour mettre en place des réglementations. Le système européen a mis en place, c'est un terme barbare, le RGPD, qui permet justement la protection des données. Donc, il y a un système tout de même qui protège le commun des mortels, qu'ils soient salariés ou non on va dire de Big Brother, mais il n'en reste pas moins que dans la vie professionnelle, pour un employeur qui mettrait en place des systèmes de surveillance licites, il n'y aurait pas de problème, mais illicites, il pourrait les utiliser dans certaines circonstances pour pouvoir licencier un salarié qui se livrerait à des comportements anormaux. Tu parles de Big Brother, George Wells. Exactement. Ce fameux livre. Oui, il est ancien, mais... Très avant-gardiste. Mais il est toujours d'actualité. Tout à fait. 08 90 17 53 00, 2,50 € l'appel. N'hésitez pas à téléphoner à maître Philippe Axelrod qui vous aidera pour tous vos litiges de travail, social également. Alors Philippe, quel type de litiges sont les plus fréquents dans ton cabinet? Dans ta pratique? On va dire dans la pratique. Aujourd'hui, les litiges les plus fréquents qui sont portés devant les juridictions prud'homales, donc qui aboutissent à un contentieux, un contentieux judiciaire, ce sont des problèmes, on l'a évoqué, ces problèmes de harcèlement. Alors plus souvent de harcèlement moral que de harcèlement sexuel aujourd'hui, mais c'est des comportements où le salarié estime que l'employeur, par ses pratiques, un collègue, le supérieur hiérarchique ou la direction, a une attitude anormale dans la gestion de sa relation de travail et qui a abouti à une dégradation de la santé ou des conditions de travail du salarié. C'est véritablement les cas les plus fréquents devant les juridictions prud'homales. Le deuxième grand volet de contestation que l'on peut trouver devant les juridictions prud'homales aujourd'hui, c'est les demandes liées aux conditions d'exécution du travail. On l'a déjà évoqué lors d'une précédente question d'un auditeur, c'est la question du temps de travail, donc la question des heures supplémentaires qui ont été effectuées et qui n'auraient pas été payées, ou du contrôle de l'activité du salarié en termes de dépassement de la durée habituelle ou normale du travail. Ce sont les 2 catégories les plus importantes. Et ensuite, il y a un troisième type de demande que l'on retrouve devant le Conseil de prud'homme aujourd'hui, ce sont les demandes liées aux conditions de travail hors heures supplémentaires et hors harcèlement moral, c'est les conditions de santé et sécurité, c'est-à-dire que l'employeur, par son comportement, n'a pas mis en place des mesures de protection, d'accompagnement, de formation, de différents éléments qui font qu'il a manqué à son obligation de permettre aux salariés de travailler dans des conditions normales. Si l'on prend ces 3 chefs de demande, on peut considérer que ça représente plus de 85% des contentieux prud'homaux. Énorme. Oui, mais ce sont les éléments aujourd'hui les plus importants parce que ce sont les sujets qui aujourd'hui sont les véritables récurrents devant les juridictions et devant les relations de travail quand elles s'enveniment. Et quel est le délai moyen pour résoudre un litige prud'homal ?
Alors, ça ne va pas forcément vous rassurer, mais le délai moyen qui était donné en 2017, si ma mémoire est bonne, et donc 10 ans, c'est 2017, les dossiers étaient de l'ordre de 17 mois, c'est-à-dire toutes causes confondues entre la première instance et la cour d'appel. C'était un délai qui était plutôt court. Devant certaines juridictions d'Île-de-France, on va citer le Conseil de prud'homme de Nanterre, pour ne citer que celui-ci, si vous êtes un cadre et que vous saisissez le Conseil de prud'homme, votre dossier sera en première instance, donc ça ne sera jugé en moyenne que dans un délai de 18 mois. Si vous saisissez ensuite la Cour d'appel de Versailles, on repart pour 18 mois, ce qui signifie que votre dossier sera traité au mieux en 3 ans. Oh, mais c'est énorme au niveau du délai. Il peut s'en passer des choses. Il peut se passer beaucoup de choses et c'est le problème majeur qui a amené les différents gouvernements et partenaires sociaux à se pencher sur le Conseil de prud'homme et à réfléchir à des réorganisations qui ont été mises en place et qui n'ont pas réellement été couronnées de succès devant toutes les juridictions. Devant certaines juridictions, ça fonctionne. Là, j'ai pris un exemple caricatural parce qu'il est connu. Il y en a d'autres en région parisienne, en région Île-de-France, comme le Conseil de prud'homme de Meaux, qui suit à peu près les mêmes délais que le Conseil de prud'homme de Nanterre dont je viens de parler. Et de la même manière, le Conseil de prud'homme de Boulogne-Billancourt, en termes d'encadrement, suit maintenant également les mêmes délais. En revanche, si l'on n'est pas cadre, la plupart des juridictions prud'homales ont des délais beaucoup plus courts et on peut voir son dossier traité dans un délai de 3 à 6 mois, ce qui là redevient tout à fait normal. Alors il faut savoir que ces délais ont été jugés par les juridictions devant lesquelles on a porté ces difficultés comme tout à fait anormaux. Et chaque année, il y a un nombre de dossiers qui sont portés devant les juridictions judiciaires afin de faire condamner l'État pour lenteur de la justice. Et l'État est systématiquement condamné à verser des dommages-intérêts parce que les délais, comme tu l'as dit, il n'est pas normal que l'on doive attendre 3 ans pour obtenir éventuellement la décision, qu'elle soit favorable ou défavorable aux salariés. Ce n'est pas le sujet, mais ce sont des délais beaucoup trop longs en termes de droit, tout simplement, et de respect du contribuable et du citoyen. Alors, y a-t-il quelques petites astuces ou des conseils pour favoriser la rapidité, pour qu'un dossier soit mieux amené, mieux proposé, on gagne du temps? Le premier conseil, c'est d'essayer d'aller vers alors, ce sont des termes un peu barbares, les MARD, c'est-à-dire les modes alternatifs de règlement des conflits. Tu peux traduire, s'il te plaît, en français? Oui, tout à fait. En français, ce sont les systèmes, on parle de médiation ou de conciliation, c'est-à-dire il faut essayer de trouver des systèmes autres que la voie judiciaire. Normalement, c'est plus rapide. En dehors du MARD, il y a le système classique plus connu, qui est la transaction, c'est-à-dire on négocie un accord, ça va normalement beaucoup plus vite que l'aspect judiciaire. Et enfin, il peut arriver que l'on puisse organiser une stratégie judiciaire plus rapide. Je m'explique. Lorsqu'un salarié est en contentieux avec son employeur, il peut saisir plusieurs conseils de prud'homme. Il peut saisir le conseil de prud'homme du siège social de l'entreprise, il peut saisir le conseil de prud'homme du lieu de signature du contrat, il peut saisir le conseil de prud'homme de son domicile si il n'a pas de travail dans un établissement déterminé, par exemple un commercial, et il peut enfin saisir le lieu de travail habituel s'il travaille dans un établissement. Donc, il est possible qu'un salarié ait le choix entre différents conseils de prud'homme. Et dans ce cas-là, son avocat va lui conseiller de choisir le conseil de prud'homme qui est soit le plus rapide, soit qui est le plus favorable à sa thèse. Ce sont les petits moyens que l'on peut avoir pour essayer d'accélérer la procédure. Un petit truc. C'est un petit truc. Bon. 08 90 17 53 00, 2,50 € l'appel. Appelez-nous, nous serons ravis de vous aider, n'est-ce pas, Philippe? Avec joie. Nous allons passer une petite page de publicité. Merci.
questions d'ordre juridique? Locataire ou propriétaire, vos droits. Salarié, un litige dans le cadre de votre activité professionnelle. Tout droit, une émission faite pour vous. 2 avocats expérimentés, professionnels, à votre écoute. Pour nous joindre et poser vos questions, 08 90 17 53 00. Alors comme tu le sais, Philippe, le travail, c'est la santé. Oui, c'est ce que l'on dit. Malheureusement, le travail est aussi un moyen de détruire la santé. Il suffit d'écouter les informations aujourd'hui, les colloques, le conclave sur les retraites pour constater que les discussions sur la pénibilité du travail n'ont pas véritablement abouti. Et c'est bien dommage parce qu'il est normal que certains métiers arrêtent plutôt que les autres. Oui, il est naturel que de tenir compte de la pénibilité de certains métiers. On ne peut pas avoir une activité professionnelle qui va durer, si on prend une situation 42 ans ou 44 ans, lorsque l'on fait une activité qui est par exemple une activité de BTP. On travaille sur du matériel fatigant comme à transporter des produits ou des éléments lourds. On ne peut pas faire ça toute sa vie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la même chose qu'une activité intellectuelle où l'on peut continuer longtemps. Et ce système-là devrait d'une certaine manière être pris en compte. Alors il l'est dans certains cas, mais on va dire de manière tout de même assez anecdotique, pour tenir compte de carrières qui doivent se terminer plus tôt, à partir du moment où l'on considère que l'âge de la retraite aujourd'hui est reporté à 64 ans. Alors aujourd'hui même, la retraite, c'est quel âge? Aujourd'hui, la retraite à taux plein, c'est-à-dire pour pouvoir bénéficier d'une retraite lorsque, en ayant la totalité de sa retraite, si on a eu la totalité des trimestres cotisés, c'est aujourd'hui 64 ans. Alors, ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il y a un mécanisme de cohorte. C'est un terme barbare, mais qui veut dire que l'on prend en considération son année de naissance, qui font que certaines personnes peuvent encore partir un peu plus tôt que 64 ans. Mais aujourd'hui, l'âge de la retraite, l'âge légal de la retraite, c'est 64 ans. On ne peut pas normalement partir à la retraite avant d'avoir 64 ans. Alors justement, Henri Salvador chante cette chanson « Le travail, c'est la santé ». Oui. On l'écoute ensemble? Bien volontiers. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop, en autométro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot. Et tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille sans cesse après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout
Qu'en penses-tu, Philippe, Bien, de cette chanson? Henri Salvador était un visionnaire sur cette chanson. En effet, aujourd'hui, le droit du travail est pris au regard du prisme du droit de la santé. La plupart des législations ou des jurisprudences, sous l'influence du droit européen, tiennent compte de cette notion. On peut travailler à condition que l'on conserve sa santé. Si l'on ne conserve pas sa santé, c'est-à-dire si sa santé est mise en danger, eh bien l'employeur, dans ce cadre-là, est responsable et cela peut permettre aux salariés d'obtenir une indemnisation. Donc Henri Salvador a raison, le travail c'est la santé, ne rien faire, la conserver, je ne sais pas, mais en tout cas, si l'on veut travailler, il faut être en santé et l'employeur a l'obligation de garantir la santé et la sécurité du travail de ses salariés. Et quel a été le cas le plus complexe ou marquant que tu aies eu à traiter? Les cas les plus complexes, ce sont des cas dans lesquels se pose une question d'extranéité de la relation de travail. Ça veut dire que nous sommes en présence d'un contrat de travail qui se déroule sous une législation qui n'est pas forcément uniquement la législation française. C'est par exemple des dossiers de salariés on parle d'expatriés ou qui seraient détachés, qui travaillent dans un autre pays et qui seraient amenés, à la fin de leur activité dans ce pays, à revenir travailler en France. Et souvent, là, se posent des questions d'application d'une loi étrangère. Ce qui est compliqué parce que déjà la loi française est compliquée, mais si l'on doit appliquer une loi que l'on ne connaît pas ou que l'on ne pratique pas, c'est encore plus compliqué. Donc ce sont les sujets habituellement les plus délicats à traiter et souvent, les conseils de prud'homme qui ne peuvent pas dire « je ne connais pas la législation locale », en conséquence, la législation du pays, en conséquence, je l'écarte et j'applique la législation française. C'est un déni de justice. Ils doivent appliquer des règles pour déterminer quelle est la loi compétente, applicable au contrat, à la relation de travail. Et on va demander donc à des conseillers prud'hommes, donc pas à des professionnels du droit, d'appliquer ou d'interpréter une législation autre que celle qu'ils connaissent habituellement et qu'ils ont déjà du mal à faire appliquer. Ça, c'est très compliqué et la plupart du temps, dans ce genre d'affaires, les conseillers prud'hommes estiment qu'ils ne sont pas compétents, entre guillemets, et se mettent ce qu'on appelle en départage, c'est-à-dire qu'ils ne rendent pas une décision et renvoient l'affaire d'une certaine manière à un juge professionnel pour trancher ces dossiers. Ça, ce sont les dossiers les plus complexes en droit. Les dossiers les plus marquants, ce sont souvent des dossiers dans lesquels on va dire, il se passe un événement tragique, c'est choquant. L'affect ? Plus exactement, que ça soit où il s'est produit soit un décès, soit quelque chose de grave. J'ai défendu un dossier pour un employeur qui était poursuivi pour harcèlement sexuel. Bien. Je soutenais que ce n'était pas vrai. Le Conseil de prud'homme a condamné cet employeur pour harcèlement sexuel en considérant que cet harcèlement sexuel était véritable. La conséquence, c'est que l'employeur, le patron donc, quelque temps après, a fait une crise cardiaque et est décédé. Alors, ça n'a pas changé la face du monde en termes juridiques puisque l'affaire a été portée devant la cour d'appel qui a confirmé l'existence de ce harcèlement. Mais la personne qui a été condamnée a pris cette condamnation très mal. Elle s'estimait à tort, selon la justice, comme n'étant pas coupable de cet effet qu'on lui reprochait, et ça a entraîné sa crise cardiaque. Enfin, il y a sans doute d'autres éléments, il n'était peut-être pas bien soigné, d'autres éléments, mais on est à peu près certain, puisque c'est concomitant, que les faits ont eu, que la décision de justice a entraîné cette conséquence. Et donc, c'est particulièrement difficile à vivre pour la famille, bien sûr, mais également pour l'avocat, qui estime que d'une certaine manière, non seulement il a mal fait son travail, puisqu'il n'a pas abouti à exonérer son client de la condamnation, mais qu'il a encore plus mal fait, puisque ça aboutit, là en l'espèce,
au décès. C'est vraiment la situation la plus dramatique que l'on peut rencontrer. 08 90 17 53 00. Et comment abordes-tu une négociation conflictuelle entre un salarié et un employeur ? Alors, comment tu l'abordes ? Là, je reviens toujours, tout dépend de quel côté on se trouve. On n'abordera pas la négociation de la même manière suivant que l'on défend le salarié ou que l'on défend l'employeur. Si l'on défend, décidément, ce micro ne veut pas travailler avec moi. Il veut être en vacances. À cause de la chanson, c'est ça. Sans les vacances. Si l'on est du côté salarié, on va essayer nécessairement de négocier pour obtenir l'indemnisation la plus haute. Du côté de l'employeur, on va essayer de négocier le risque le plus faible. Ce ne sont pas les mêmes notions. Et donc, si l'on est salarié, on va essayer, si on négocie en tant que salarié, on va déjà déterminer ce que l'on peut obtenir, enfin pas raisonnablement, mais au maximum. Quelle est la condamnation maximale que l'on peut obtenir de l'employeur? Et sur cette base-là, il appartient à l'avocat donc de négocier pour essayer de se rapprocher le plus de ce montant maximal. Donc, du côté de l'employeur, en revanche, ça va être de déterminer quel est le risque. C'est pas la même notion. C'est qu'est-ce qui est raisonnable d'attendre si le salarié allait devant le conseil de prud'homme et de se rapprocher de ce montant-là. Donc déjà, il y a une étude, pour dire les choses simplement, du dossier pour déterminer ce que l'on peut réclamer ou ce que l'on peut prétendre. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est dans une négociation, on dit toujours, il faut savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Il y a des situations où demander trop si l'on est salarié aboutira à ce que l'employeur n'a pas d'autre solution que de dire de toute façon non et arrêter la négociation. Et pour un employeur, proposer trop peu va aboutir systématiquement, enfin pas systématiquement, risque d'aboutir au fait que le salarié dise non, on va arrêter les négociations. Donc il y a, en plus des éléments que j'évoquais tout à l'heure, il y a qu'est-ce que l'on peut, alors je vais dire peut-être instinctivement, mais pratiquement par d'habitude solliciter pour continuer la négociation et pas pour la faire capoter ou aboutir à rien. Et ensuite, il y a des techniques de négociation qui existent, qui sont apprises dans des différentes écoles. Alors, on parle d'analyse transactionnelle, on parle de méthodes de médiation, on parle de méthodes de conciliation. Il y a toute une série de techniques spécifiques que l'on apprend, que l'on peut apprendre pour négocier. Parce que ce n'est pas c'est simplifier ce que j'ai indiqué, mais il y a, en fonction des réponses, on peut, ou des manières de présenter les choses, on peut aboutir à une négociation ou on peut aboutir, à l'inverse, à faire capoter une négociation. Est-ce que tu es un bon négociateur dans ta vie personnelle ? Tu vas me dire, ça ne nous regarde pas, mais quand je vois professionnellement comment tu prends le temps à cœur, le discernement, la patience que tu as, est-ce que dans ta vie personnelle, non. Le fait d'être un bon négociateur professionnel, c'est la même chose ? Pas du tout. C'est ça qui est assez... c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ça, c'est que j'espère ne pas être trop mauvais dans les dossiers dans lesquels je m'occupe, mais à titre personnel, les négociations ne se passent pas forcément de la même manière. On va dire très simplement, lorsque mon épouse me dit quelque chose, je dis oui, je négocie pas. Voyez. Donc, tu dis toujours oui. Très souvent, c'est beaucoup plus simple. Un homme qui dit oui. Dis donc. Voilà. Bon. Non, mais c'est vrai que... Tu es diplomate. Oui, mais c'est tu es surtout... pour la paix des ménages. Pour éviter les conflits. Pour éviter les divorces, parce que tu vois ce que c'est dans la vie de tous les jours. Ces éléments-là. Mais c'est vrai qu'on distingue souvent la vie professionnelle de la vie personnelle. Il y a un adage, qui est un proverbe qui est bien connu, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est en réalité que très souvent, on n'applique pas dans la vie de tous les jours ce que l'on sait pourtant faire pour les autres. Et que l'on est payé pour faire pour les autres. C'est malheureusement comme ça. Et lorsque tu as fait des études d'avocat, est-ce que justement, à l'époque, bon, tu n'es pas un dinosaure, point du tout, mais est-ce qu'on vous apprenait l'approche, la psychologie, la patience ? Non, en fait, les anciennes manières de former les avocats étaient beaucoup plus ciblées sur la technique. C'est-à-dire qu'on apprenait à un avocat à être un bon rédacteur de conclusion, parce que c'était l'essentiel, peut-être éventuellement un bon plaideur,
un bon professionnel du droit. C'était l'essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'accès comme aujourd'hui à la connaissance juridique. Donc, la première chose à connaître, c'était la matière. Donc, il fallait connaître les informations et c'était comment chercher ces informations, comment les traiter, sachant que quand tu parlais de dinosaures, c'est tout de même un peu le cas parce que quand on a... Non, je plaisante. Mais si, mais je t'assure, parce que lorsque j'ai commencé ma vie professionnelle, il n'y avait pas Internet. Et s'il n'y avait donc pas Internet, lorsque nous recherchions la jurisprudence, nous allions dans les bibliothèques chercher les arrêts avec des références, sans avoir l'intelligence artificielle ou sans avoir tous les outils que l'on a aujourd'hui. Et code civil, le petit livre rouge. Et l'on devait rechercher, photocopier les arrêts, passer des heures en bibliothèque pour avoir des éléments de nature à permettre de construire un dossier. Donc c'était la technique qui était importante. Aujourd'hui, la technique est accessible. Certains diront qu'elle est même accessible dans un clic avec l'intelligence artificielle. On peut en discuter, mais c'est une réalité. Donc, tu as raison, aujourd'hui, ce sont des éléments complémentaires qu'on demande aux avocats. On leur demande d'être des psychologues, par exemple, on leur demande éventuellement d'être des spécialistes de la santé au travail, et donc d'être des spécialistes éventuellement, d'être formés pour identifier ou pour traiter ou pour comprendre les maladies dont on parlait tout à l'heure, les maladies psychiques. Il y a des formations universitaires, des diplômes universitaires pour les risques psychosociaux. Donc il y a toute une série d'autres compétences qui sont demandées aux avocats qu'on ne nous demandait pas à l'époque. Aujourd'hui, des recrutements de nouveaux collaborateurs se font sur leurs compétences à utiliser la technique informatique. Alors pour certains, à rédiger, je prends les termes, des prompts. C'est la manière dont les prompts qui permettent d'interroger l'intelligence artificielle. Et pour d'autres, de mettre en place, c'est-à-dire d'être des ingénieurs informaticiens d'une certaine manière, de mettre en place des outils spécifiques pour utiliser les nouvelles techniques dans l'activité professionnelle. Le métier évolue, le monde change, le métier évolue, c'est normal. Mais c'est vrai que le temps lointain où nous avions le papier carbone pour faire nos conclusions et l'époque où nous allions chercher les informations dans les livres à la bibliothèque est un peu révolue. Tous les téléspectateurs n'ont pas connu le papier carbone. Ah, quelle belle époque. Le papier carbone, le fax qui est plus récent mais qui a aussi disparu. Tous ces outils qui étaient merveilleux à l'époque et qui aujourd'hui sont tous obsolètes et font paraître les gens qui en parlent comme des dinosaures. Tu as raison, Nadine. As-tu remarqué un impact du télétravail sur les litiges liés au droit du travail ? Alors, oui. Alors, oui et non. Oui, c'est ça les réponses qu'on aime beaucoup, oui et non. Pourquoi oui et non ? Oui, parce que ça a fait naître de nouvelles formes de contentieux, c'est-à-dire le contentieux de déterminer que le salarié n'est pas nécessairement, pour prendre la chanson d'Henri Salvador, corvéable à merci. Il doit avoir un temps, d'une certaine manière, libre, où il peut s'organiser comme il le veut, même professionnellement. Cette liberté qui a été donnée par le télétravail n'existait pas avant. Donc ça a changé l'approche que l'on a du travail. Je dirais non ensuite parce que ça n'a pas eu d'effet direct sur la réglementation, à l'exception des accords de télétravail en particulier, mais le télétravail en soi n'a pas changé les règles de droit du travail. Ça a simplement changé la manière que l'on a d'appréhender le travail. Donc aujourd'hui, et cela, ce n'est pas le seul élément, ça fait partie de toute une série d'événements, de circonstances, d'évolutions de la société qui font que l'essentiel autrefois, c'était le travail. On ne vivait que parce que l'on avait un travail, peu importe quelle était la nature de ce travail. On passait plus de temps au travail que chez soi. On avait une vie professionnelle qui était le travail, et puis on rentrait chez soi et on avait sa deuxième vie, sa vie familiale. Aujourd'hui, on est passé dans un monde différent où d'une part tout est mélangé et d'autre part où le citoyen réclame un droit au loisir ou un droit au repos, droit aux vacances dont parlait Henri Salvador. Mais c'est vrai, cette notion-là est une notion, on va dire, nouvelle. Et on ne peut pas dire qu'elle ne doit pas être prise en compte
dans le cadre des relations de travail. Aujourd'hui, si un employé... Alors, on est passé par des époques. C'est un peu obsolète, mais il faut savoir qu'on a inventé la notion de happiness manager. C'est-à-dire... Alors, qu'est-ce que c'est happiness manager? Cette notion a été mise en place par les sociétés de technologie qui ont lancé le principe qu'on doit être heureux au travail. Et donc, on a dit, pour pouvoir être heureux au travail... Happy days. Pour pouvoir être heureux au travail, il faut que quelqu'un organise le bonheur au travail. Et donc, il a été mis en place des directeurs, des organisateurs qui étaient chargés de s'occuper du bonheur au travail des salariés. C'est totalement obsolète, non pas dans le concept, mais dans la mise en place. On n'engage plus de happiness manager. Mais Schopenhauer. La philosophie du bonheur. C'était la même, mais c'est beaucoup plus pragmatique. C'était l'époque où l'on disait que pour être heureux au travail, il fallait avoir une table de ping-pong ou un baby-foot dans l'entreprise. Vous voyez, c'est cette notion des technologies, de la technologie qui a lancé ce système-là pour pouvoir avoir un moyen de se détendre. Sur le principe, c'est une bonne idée. Sur le mécanisme qui en est découlé pour mettre en place ce système, ça a été peut-être poussé un petit peu trop. Mais l'idée en soi de dire que pour mieux travailler, il faut que les gens soient, entre guillemets, heureux de travailler, qui dirait le contraire? Je pense que les gens qui sont malheureux à leur travail ne font pas forcément le meilleur travail possible. Un épanouissement personnel. Oui, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une évolution de la société. Aujourd'hui, comme on travaille à la maison et que la maison revient dans le travail, il est assez normal que tout se mélange et qu'il est naturel que le travail ne soit plus devenu pénible. Il doit être agréable pour pouvoir être efficace. Les personnes seront plus productives. C'est ce que l'on dit. Voilà. Et comment vois-tu l'évolution du droit du travail avec l'essor de l'intelligence artificielle et de la geek économie? Eh bien, je dois avouer que je ne suis pas voyant. Et tu ne t'appelles pas Claude Alexis, le meilleur voyant de France. Je ne m'appelle pas non plus Nostradamus, parce que je serais plutôt d'avis de dire que cette nouvelle technologie va bouleverser profondément et pas de manière forcément agréable le travail. C'est que concrètement, les activités professionnelles vont être bouleversées et des métiers vont disparaître. Ce que l'on peut espérer, c'est que de nouveaux métiers vont apparaître pour remplacer ceux qui vont disparaître. Mais aujourd'hui, on va dire que les métiers, par exemple, de traducteurs, à l'exception éventuellement de traducteurs certifiés obligatoires dans certains cas, mais ont vocation à disparaître. On a maintenant des logiciels qui permettent de mettre des sous-titres directement dans une visioconférence. On a des systèmes qui, en mettant aujourd'hui un texte, on clique, on a la traduction de manière remarquable, ce qui n'était pas le cas avant, mais peut-être pas parfaite, mais remarquable dans une langue étrangère ou dans toutes les langues que l'on veut. Donc, toute une série de métiers va changer. Ces métiers changent, donc l'activité va changer, des personnes vont se retrouver sans emploi, des métiers vont évoluer. Est-ce qu'il en sortira du bon? Il faut l'espérer. Il va en tout cas aboutir de tout cela beaucoup de changements et on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Les optimistes diront que ça ne peut qu'aller dans le bon sens. On aura moins de travail et plus qualifié. Les pessimistes diront simplement on aura moins de travail et il y aura plus de chômage. Soyons optimistes. Une petite page de publicité. Une question d'ordre juridique? Locataire ou propriétaire, vos droits. Salarié, un litige dans le cadre de votre activité professionnelle. Tout droit, une émission faite pour vous. 2 avocats expérimentés, professionnels, à votre écoute. Pour nous joindre et poser vos questions, 08 90 17 53 00. Nous voici de retour, Philippe. Oui. Les téléspectateurs nous avaient manqué. Absolument, et les questions également.
Alors 08 90 17 53 00. En attendant, quel conseil nous donnerais-tu, enfin surtout pour les salariés avant de signer un contrat de travail? Le meilleur conseil, allez voir leur avocat, bien entendu. Avant de signer. Bien entendu, avec le contrat en main pour vérifier ce que veut dire le contrat qui va être signé. Alors pas forcément un avocat, mais au moins de prendre conseil au moment, avant la signature du contrat, puisque la personne qui ne connaît pas le droit du travail va s'intéresser essentiellement à 3 sujets. Le premier sujet, c'est qu'est-ce qu'on me demande de faire. Le deuxième sujet, c'est combien on me paye pour ce travail. Et le troisième sujet, c'est quelle est la durée du travail que je dois exercer pour être payé le salaire qu'on me demande. Donc c'est une équation. C'est les sujets les plus simples. Mais souvent, les contrats de travail ne se limitent pas à ces éléments-là. Il peut y avoir une clause de non-concurrence, c'est-à-dire une clause limitant la possibilité pour le salarié à la fin de son contrat de travail de retrouver un emploi facilement. Il peut y avoir une clause d'exclusivité, c'est-à-dire l'obligation pour le salarié de ne travailler que pour l'employeur. Il peut y avoir un système prévoyant, par exemple, que les congés payés sont organisés de manière différente de ce que peut penser un salarié. Habituellement, en disant « je les prends quand je veux », c'est pas comme ça que ça se passe. Il peut y avoir des rémunérations variables qui nécessitent, au-delà de l'aspect technique, que là l'avocat ne connaît pas, en disant si on obtient un objectif de 3/4 de l'augmentation du chiffre d'affaires moyen, pour un avocat ça ne veut rien dire. Mais quelles sont les conséquences de ce qui est écrit? Est-ce que j'aurai ma prime quoi qu'il arrive? Est-ce qu'elle sera proratisée? Est-ce que si je quitte l'entreprise avant la fin de l'année, si c'est un objectif annuel, je bénéficierai de tout ou partie de la prime? Donc il y a toute une série d'éléments qui ne sont pas visibles peut-être nécessairement quand on voit le contrat de travail et qui nécessitent que le salarié qui signe comprenne bien ce qu'il signe. Mais quelles clauses sont à surveiller vraiment? Je viens de les évoquer. Des clauses qui sont au-delà des clauses classiques. Les clauses classiques, la rémunération, les fonctions, la durée du travail. Et donc à partir de là, c'est les clauses qui constituent le socle contractuel, les éléments obligatoires du contrat. Mais il faut regarder tout le reste. Est-ce qu'il y a une clause de mobilité? C'est-à-dire, est-ce que le lieu de mon travail peut être modifié sans mon accord? Est-ce qu'il y a, je l'ai dit, une clause de non-concurrence? Ça veut dire, est-ce que si jamais je quitte mon employeur, je pourrais retravailler ailleurs où je serais limité et sous quelles conditions? Est-ce qu'elle peut être abusive, cette clause de non-concurrence? Alors la clause... Les affaires reprennent. Absolument. Philippe. Allô? Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Michel. Bonsoir Michel. Oui, j'avais une question qui relève peut-être de l'absurdité, mais bon, je voulais la poser. Quand on est bénéficiaire de l'AH, c'est-à-dire l'allocation adulte handicapé, et qu'on est à la retraite, cette AH est versée par la caisse de retraite, est-ce qu'on peut néanmoins bénéficier du cumul emploi-retraite? Alors, Bonne question, Michel. Le cumul emploi-retraite, c'est la possibilité qui est donnée d'avoir une activité professionnelle qui est rémunérée alors qu'on est à la retraite et qu'on perçoit sa pension de retraite. L'AAH, donc quand on parle, c'est l'allocation adulte handicapé. Normalement, c'est pour compenser un handicap qui ne permet pas de travailler. Donc il y a une certaine forme de difficulté à considérer que l'on est d'une part à la retraite, que l'on touche l'AAH et que l'on peut éventuellement avoir un cumul en plus avec une activité professionnelle. Mais tout dépendra, je dirais, là, je ne peux pas vous répondre précisément, c'est pas du tout une question absurde, c'est une question sur laquelle il faudrait vérifier si les textes permettent de cumuler les 3 cumuls, si je me permets de dire les choses, la pension, l'AAH et l'activité professionnelle. Il me semble qu'il y a tout de même un problème de logique
qui me semble assez incompatible en étant pensionné et en ayant l'AAH, et de pouvoir bénéficier d'une activité, je dirais, complémentaire sans contrepartie. Mais là, ce n'est qu'un avis et non pas un avis, une position juridique. Il faudrait que je vérifie le point. Je ne peux pas vous répondre directement, j'en suis désolé. Mais c'est loin d'être une question absurde. En tous les cas, vous voulez travailler en étant à la retraite. Et en ayant une allocation d'adulte handicapé. Et sans l'allocation AAH, on peut être à la retraite et travailler. Sous certaines conditions, c'est-à-dire si on a bénéficié de la retraite à taux plein, c'est la condition, et à l'âge de la retraite, il faut avoir pris sa retraite à taux plein, il est possible de bénéficier d'un cumul emploi-retraite intégral. Si on n'a pas une retraite à taux plein, le cumul emploi-retraite est limité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une activité, mais il viendra avec un système de plafond et des déductions qui viendront en déduction de la retraite que l'on perçoit. Plafond du montant ou plafond du nombre d'horaires travaillés? Non, c'est le plafond du montant. Parce que si on est à la retraite, est-ce qu'on est limité au niveau des heures de travail? Non. Là, on prend sur le système, s'il y a un cumul emploi-retraite, si on a pris sa retraite à taux plein, rien n'empêche une personne de travailler, d'avoir à nouveau une activité à 35 heures ou à 39 heures complète. Mais pour répondre précisément à la question de monsieur, il faudrait que je vérifie, il faut vérifier cet aspect-là. Et vous avez des sites qui sont plutôt bien faits sur Info Retraite qui vous permettent d'avoir les informations de ce côté-là. Si vous allez sur les sites de la CAF, vous n'aurez pas forcément les informations, plutôt sur les sites de retraite qui vous donneront les éléments plus complémentaires. Sous réserve, bien entendu, de ceux qui se discutent actuellement avec le gouvernement actuel et les syndicats qui pourront peut-être faire changer les choses. Mais et nouvelle législation. Voilà. Mais en l'état, c'est vraiment le site Info Retraite qui vous donnera les informations pertinentes sur le sujet que vous avez évoqué. D'accord. J'avais peut-être un complément d'information, une petite précision. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour demander le cumul emploi-retraite? Alors, est-ce qu'il y a un cumul d'âge? Ça veut dire à quel moment vous pouvez demander votre cumul emploi-retraite? C'est ça que vous voulez dire? Oui, est-ce que par exemple, je sais qu'à partir de 62 ans, on peut bénéficier du cumul emploi-retraite, mais alors, à partir de 67 ans, est-ce qu'on peut encore bénéficier du cumul emploi-retraite? Il n'y a pas de limite sur le cumul emploi-retraite. Si vous avez la possibilité de demander le cumul emploi-retraite, c'est que vous avez pris votre retraite à taux plein à l'âge qui vous permet de prendre la retraite. Donc, à partir de là, le cumul emploi-retraite n'est pas limité dans le temps. Vous pouvez avoir un cumul emploi-retraite à 95 ans ou à 96 ans si vous le souhaitez. D'accord. Voilà. Bien. Ben, écoutez, je vous remercie. Et je m'excuse de ne pas avoir été plus précis sur ma question, mais là, je suis un peu sec sur le sujet. Merci Michel de votre appel. Tout à fait. Bien. Ben, écoutez, merci infiniment à tous deux. Merci d'avoir appelé, monsieur. Bonne fin d'émission à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Oui, il arrive que l'on ne sache pas tout. Oh, ce n'est pas uniquement une question de savoir. La législation bouge tellement. Mais nul n'est censé ignorer la loi et un avocat encore moins. Quelle sera ta sentence? Je me le demande. J'irai vérifier dès ce soir la question qui est évoquée. On va pas, pour reprendre le sujet simplement, par exemple, un salarié qui perçoit, une personne qui perçoit une pension d'invalidité et qui prend sa retraite perd le bénéfice de la pension d'invalidité. Parce que les deux éléments sont exclusifs. On est à la retraite, on n'a plus la pension d'invalidité. Donc, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Donc, il me semble que l'allocation qui est évoquée, c'est compatible, ça me paraît difficile d'envisager qu'on peut avoir un cumul emploi-retraite, l'allocation et une activité professionnelle. Mais voilà, là, on va dire que c'est du bon sens. Et il faut toujours se méfier du bon sens en matière de droit du travail. Merci pour ces explications très claires, Philippe. Merci à nos amis téléspectateurs de nous avoir suivis dans l'émission Tout droit sur Armada. Nous vous donnons prochainement rendez-vous.
à la rentrée. Je pense qu'effectivement, nous allons nous reposer tous pendant les vacances, comme le disait Henri Salvador, et nous nous retrouverons à la rentrée au mois de septembre ou au mois d'octobre en fonction des disponibilités des uns et des autres. Avec Maître Bertrand Lecor. Mais oui, également. avec mon comparse et ami avocat Bertrand Lecor qui répondra à toutes les questions autres que celles du domaine du droit du travail. Vous êtes très complémentaires tous les deux. Oui, tout à fait. Merci en tout cas Philippe. Merci à toi Nadine. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Une question d'ordre juridique? Locataire ou propriétaire, vos droits. Salarié, un litige dans le cadre de votre activité professionnelle. Tout droit, une émission faite pour vous. 2 avocats expérimentés, professionnels, à votre écoute. Pour nous joindre et poser vos questions, 08 90 17 53 00.